Histoire chapitre 8. L'histoire du premier ascète, le fils du roi. Madame, pour vous aider à comprendre pourquoi j'ai perdu mon œil droit et la raison pour laquelle j'ai été obligé de porter une robe de moine, dites-moi que je suis prince et fils de roi. Mon père le roi a un frère cadet qui est également sur le même trône que lui dans un pays voisin. Ce jeune frère a 2 enfants, un prince et une princesse, et le prince a presque le même âge que moi. Lorsque j'avais accompli toutes les tâches qui m'étaient assignées, mon père m'accordait souvent une liberté pure et convenable. Chaque année, je vais rendre visite au roi de mon oncle et j'y reste 1 mois ou 2. Après cela, je suis retourné vivre près de mon père. Les voyages ci-dessus ont créé les conditions pour que mon cousin prince et moi ayons une relation très riche et particulièrement profonde. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, le jeune prince m'a reçu avec une gentillesse sans précédent. Et un jour, pour me divertir, il l'a préparé à merveille. Nous restâmes longtemps à table et après que nous fussions tous les 2 satisfaits, le prince me dit: Frère, tu ne peux pas deviner de quoi je m'inquiète depuis ta dernière visite. Cela fait 1 an que tu es revenu aux côtés de mon oncle, et j'ai embauché de nombreux ouvriers pour réaliser un plan que j'avais réfléchi. J'ai fini de construire un manoir et je peux maintenant y vivre. Je suis sûr que vous aimeriez venir le voir. Mais vous devez d'abord me promettre de garder cela absolument secret et d'être loyal. Ce sont les 2 choses que je vous demande. L'amitié étroite et l'amour familial entre nous ne m'ont pas permis de refuser quoi que ce soit, alors je n'ai pas hésité à jurer comme mon frère le voulait et mon frère m'a immédiatement dit: S'il vous plaît, attendez-moi ici, je reviens dans un instant. C'est vrai, juste un instant plus tard, ma sœur est revenue et est venue avec une très belle jeune femme, vêtue de vêtements luxueux. Elle ne m'a pas dit qui elle était et je n'avais pas l'impression que je devais être curieux. Nous nous sommes de nouveau assis à table avec cette jeune femme pendant un moment, discutant de nombreux problèmes et buvant à la santé de chacun. Alors le prince m'a dit: Cousin, nous n'avons pas beaucoup de temps. S'il te plaît, aide-moi à emmener cette dame là-bas, où tu verras un tombeau en forme de dôme nouvellement construit. Tu le reconnaîtras facilement. La porte de la crypte est déjà ouverte. Vous 2. Va-y et attends-moi. J'y serai bientôt. Fidèle à ma promesse, je ne voulus pas en savoir plus. Je lui tendis la main et, suivant les instructions de mon cousin prince, je l'entraînai au clair de lune. Dès que nous atteignîmes le tombeau, nous vîmes le prince marcher derrière nous, portant une jarre pleine d'eau, une pioche et un petit sac contenant du mortier. Le prince utilisa une houe pour détruire la tombe vide et plaça les pierres une à une dans un coin. Puis il a creusé profondément dans le sol et j'ai vu un couvercle apparaître au fond de la tombe. Le prince souleva le couvercle et j'aperçus en contrebas, le haut d'un escalier en colimaçon. Alors mon cousin dit à la fille: C'est par là qu'on arrive à l'endroit dont je t'ai parlé. La jeune femme s'est alors rapprochée et s'est retirée. Mon frère le prince a suivi, mais avant de se retirer également, il s'est retourné. Et m'a dit: Mon cousin, je suis très reconnaissant pour ton aide. S'il te plaît, merci et adieu, mon cher cousin. J'ai pleuré. Qu'est-ce que cela signifie? Ça suffit, frère, répondit mon frère. Tu peux revenir par où tu viens d'arriver ici. À ce stade, dit Scheherazade, c'était juste l'aube et elle ne pouvait pas aller au-delà de ce qui avait été prescrit. L'empereur se releva également, s'interrogeant sur les intentions du prince et de son épouse qui semblaient vouloir s'enterrer vivants. Il dut attendre la nuit suivante avec impatience pour clarifier les choses. Oh ma sœur,
Si tu n'arrives plus à dormir, Dinarzade t'a appelé avant l'aube, s'il te plaît. Continue à me raconter l'histoire du premier moine. Charlard a également exprimé à la reine qu'il voulait vraiment l'entendre continuer à raconter l'histoire. Scheherazade poursuit ainsi. Le moine dit à Zobéide. Je ne pouvais plus rien obtenir du prince de mon cousin. J'ai donc été obligé de me séparer de lui. Quand je suis revenu au palais, le roi de mon oncle, l'alcool s'est précipité dans ma tête, mais j'ai pu retourner dans ma chambre et dormir comme un mort. Je me suis réveillé le lendemain, en repensant à ce qui s'était passé la nuit précédente, et après avoir rappelé tous les détails d'un événement vraiment étrange. Étrange? Je pensais que c'était un rêve. Convaincu par cette pensée, j'ai envoyé quelqu'un pour savoir si mon cousin le prince était à la maison. Mais quand ils m'ont dit qu'il ne dormait pas à la maison et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait à ce moment-là. Tout le monde était inquiet. J'ai bien vu que l'étrange histoire de la tombe était tout à fait vraie. J'étais très triste et j'évitais tout le monde. Je suis allé secrètement seul au cimetière. Il y avait là d'innombrables tombes comme celles que j'ai vues hier. Toute la journée j'ai regardé les uns après les autres, mais je n'ai pas pu identifier quelle tombe était celle que j'avais vue. 4 jours de suite je cherche en vain. Il est également important de savoir que mon oncle le roi était absent à ce moment-là. Pendant plusieurs jours consécutifs, il était occupé à chasser les animaux sauvages. Après avoir attendu longtemps, j'étais très impatient. Alors après avoir demandé aux fonctionnaires de la cour de s'excuser pour moi à son retour, j'ai quitté son palais pour retourner à la cour de mon père, où je n'avais pas l'habitude de vivre si longtemps. Les fonctionnaires de la cour de mon oncle étaient très inquiets de la disparition de mon cousin prince. Mais fidèle à mon serment de garder son secret, je n'osais pas leur dire ce que je savais du prince. Je suis retourné dans la capitale où régnait mon père. Contrairement à l'habitude, j'ai vu de nombreux gardes devant la porte du palais et j'ai été encerclé dès mon entrée. Lorsqu'on lui a demandé la raison, l'officier de la garde m'a dit que l'armée avait nommé un premier ministre pour succéder à mon père décédé et que j'avais été fait prisonnier sur ordre du nouveau roi. Les gardes m'ont ligoté et amené devant le tyran. Vous verrez, madame, combien mon étonnement et ma douleur sont grands. Ce premier ministre réactionnaire incite depuis longtemps à la haine contre moi. Et la raison est la suivante. Durant mon enfance, j'adorais le tir à l'arc. Un jour, je tenais un arc et je me tenais sur la terrasse du palais pour m'entraîner au tir. Il y avait un oiseau perché devant moi. J'ai voulu tirer mais je l'ai raté et malheureusement la flèche perdue a touché l'œil du Premier ministre qui se tenait sur la terrasse de sa maison, faisant exploser un œil. Quand j'ai entendu parler du désastre, j'ai envoyé quelqu'un pour m'excuser et je suis venu vous présenter moi-même mes excuses. Mais il nourrissait toujours de la haine et n'attendait qu'une occasion de se venger. Quand il a vu que j'étais entre ses mains, il s'est jeté sur moi comme un fou, a enfoncé son doigt directement dans mon œil droit et l'a retiré. C'est pour ça que j'ai un œil. Mais l'usurpateur n'a pas arrêté là sa cruauté. Il m'a emprisonné dans une boîte et a ordonné au bourreau de m'emmener loin de la capitale pour que les oiseaux maléfiques puissent se régaler de ma chair après m'avoir décapité. Le bourreau, accompagné d'un autre homme à cheval, portant un coffre, s'arrêta dans le champ désert pour exécuter les ordres. J'ai pleuré et supplié de les faire céder. Le bourreau m'a dit: Va, sors vite du royaume et ne reviens pas car tu vas mourir et moi aussi. J'ai remercié le bourreau et quand j'étais seul, je me suis consolé que même si j'avais perdu un œil, j'avais évité le désastre de perdre toute ma vie. Dans une telle condition, je ne peux pas parcourir de longues distances.
Le jour, je me cache dans des endroits isolés et secrets, je ne voyage que la nuit, en faisant de mon mieux pour aller le plus vite possible. J'atteignis enfin le royaume de mon oncle et me dirigeai directement vers la capitale. J'ai raconté en détail à mon oncle la terrible cause de son retour et la situation tragique dans laquelle il se trouvait maintenant. Hélas, s'exclama-t-il, perdre un enfant ne suffit pas. Mais j'ai aussi dû apprendre la mort d'un frère extrêmement proche, et j'ai aussi dû constater l'état pitoyable de mon neveu. Mon oncle semblait extrêmement inquiet de ne pas avoir de nouvelles du prince de son fils malgré de nombreuses recherches. Ce pauvre père pleurait tant qu'il se lamentait sur moi et paraissait si malheureux que je ne pouvais m'empêcher de lui dire tout ce que je savais, même si j'avais juré à mon cousin le prince. Le roi m'écouta et parut quelque peu réconforté. Quand j'ai fini de parler, il m'a regardé et m'a demandé: Mon neveu, l'histoire que tu viens de me raconter me donne un peu d'espoir. Je sais que mon fils a construit ce tombeau et je sais où il se trouve. Avec ta mémoire, je crois que je peux le trouver. Mais comme il a été construit en secret et qu'il faut que vous le gardiez secret, je pense qu'il faut éviter de faire des histoires. Nous irons le chercher tous les deux. Il y a une autre raison pour laquelle mon oncle ne l'a pas dit à voix haute. Il ne voulait pas que tout le monde le sache. Cette raison est très importante et nous le verrons clairement dans le prochain paragraphe de ma narration. Les deux oncles et neveux se déguisèrent et quittèrent la citadelle royale par la porte du jardin qui donnait sur les champs. Nous avons eu la chance de trouver immédiatement ce que nous recherchions. J'étais extrêmement heureux de retrouver le tombeau que j'avais consacré tant d'efforts à chercher en vain il y a quelques jours. Nous sommes entrés et avons trouvé une porte en fer bloquant la descente des escaliers. Il a fallu beaucoup d'efforts pour réaliser cette porte, car le prince de mon frère avait soigneusement enduit l'intérieur avec le sac de mortier qu'il avait apporté. Mais finalement nous l'avons relevé. Mon oncle le roi a démissionné le premier. J'ai suivi et nous avons dû descendre une 50aine de marches. Arrivés en bas des escaliers, nous nous trouvâmes dans une antichambre enfumée et nauséabonde. La fumée faisait baisser la lumière d'un magnifique lustre. De cette pièce, nous sommes entrés dans une autre grande pièce avec de grandes colonnes et de nombreux faisceaux de lumière. Au milieu de la pièce se trouve un grand tonneau rempli d'eau et à côté se trouvent de nombreux types de nourriture. Nous avons été surpris car nous n'avons vu personne. Devant nous se trouvait un piège assez haut avec des marches pour grimper et au-dessus du piège se trouvait un grand lit avec un baldaquin complet. Le roi posa le pied sur les marches, ouvrit le dais et vit son fils le prince et la jeune femme allongés l'un à côté de l'autre, mais leurs corps tous deux étaient brûlés en noir comme si quelqu'un les avait jetés dans une grande fournaise et les avait traînés dehors. À temps avant qu'ils ne soient complètement réduits en cendres. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que devant cette scène horrifiante, mon oncle le roi, qui aurait dû être très triste de voir son fils dans un état si misérable, lui a craché au visage et s'est mis en colère. Châtiment dans ce monde, mais dans l'au-delà, le châtiment durera pour toujours. Non satisfait de cette insulte, il a même enlevé sa chaussure, lui a attrapé la main et a frappé violemment le prince, son fils, au visage. Mais, Votre Majesté, dit Scheherazade, c'est déjà le matin. Je suis désolé que je ne suis plus là. J'étais libre d'écouter à nouveau l'histoire. Comme l'histoire du premier moine n'avait pas fini de raconter et qu'elle était étrange pour l'empereur, il décida de la réécouter la nuit suivante et se leva. Oh, le lendemain, Dinarzade se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle appela Scheherazade et lui dit: Ma bonne reine, si tu ne dors plus, raconte-moi l'histoire du premier moine. J'ai hâte d'en connaître la fin.
Eh bien alors dit Scheherazade, je vois que le premier moine continue de raconter son histoire à Zobéide. Il dit, je ne peux pas décrire, madame, la surprise de quand j'ai vu mon oncle le roi torturer ainsi son fils déjà mort. Je lui dis, Votre Majesté, peu importe la douleur que me cause ce deuil, j'essaie quand même de le réprimer et je vous demande de me dire quel crime mon prince cousin a commis afin que vous puissiez le traiter comme tel. Pareil avec mon cadavre. Mon neveu, répondit le roi, je peux dire que mon fils ne mérite pas de porter ce nom. Il aime sa sœur depuis qu'il est petit et sa sœur l'aime de la même manière. Je ne m'oppose pas à ce sentiment car je ne prévois rien de grave qui pourrait arriver. Qui aurait pu prédire cela? Cette affection augmente avec l'âge et atteint un point où je crains qu'elle n'ait des conséquences négatives. Nous cherchons à l'empêcher dans la mesure de nos moyens. Non seulement j'ai pris mon fils à l'écart pour le mettre en garde, pour lui montrer clairement le dégoût de l'amour passionné dans lequel il est tombé et l'humiliation éternelle de tout un clan s'il continuait à suivre aveuglément ses sentiments de culpabilité. J'ai même prévenu ma fille des mêmes choses et je l'ai forcée à être bannie du palais afin qu'elle ne puisse plus avoir de contact avec son frère. Mais cette foutue fille avait déjà mangé le poison, donc toutes les interdictions de peur qu'il ne tombe dans l'inceste illicite ne faisaient que la rendre encore plus excitée. Mon fils, probablement sa sœur, le traite toujours de la même manière qu'avant. Sous prétexte de construire un mausolée, il a préparé ce lieu souterrain dans l'espoir qu'un jour il aurait l'occasion de kidnapper l'objet de son amour. Puis de l'amener ici. Il a choisi le jour où son oncle était absent pour s'introduire dans le lieu où était détenue sa sœur, défonçant la porte pour la faire sortir. C'est quelque chose que l'honneur ne me permet pas d'annoncer. Après un acte aussi condamnable, lui et sa sœur sont venus se cacher ici. Vous voyez, ils ont préparé toutes sortes de plats pour profiter longtemps ensemble de l'histoire d'amour méprisable que tout le monde déteste. Mais Dieu n'a pas toléré cet acte méprisable et il les a tous deux punis. Après avoir terminé la phrase ci-dessus, il a fondu en larmes et j'ai aussi mélangé mes larmes avec lui. Quelque temps plus tard, il m'a vu, il m'a serré dans ses bras et m'a embrassé et m'a dit, « Cher enfant, j'ai perdu mon enfant inutile, mais je suis heureux de voir en toi une personne digne de le remplacer. » Les pensées que mon oncle évoquait à propos de la fin tragique du prince et de la princesse, ses deux enfants, nous ont empêchés, mon oncle et moi, de retenir nos larmes. Nous avons monté les mêmes escaliers et quitté cet endroit mortel. Nous avons abaissé la porte de fer et l'avons recouverte d'une terre épaisse, essayant de cacher les terribles conséquences de la colère de Dieu. Nous sommes rentrés au palais sans que personne ne sache notre absence. Peu de temps après, nous avons entendu retentir les sons des trompettes, des tambours, des cloches et autres instruments de guerre. Un énorme et dense nuage de poussière s'élevant pour obscurcir l'espace nous a raconté ce qui s'était passé. Une grande armée approche. C'est le même Premier ministre qui a usurpé le trône de mon père et qui veut maintenant s'emparer du pays tout entier de mon oncle avec une armée innombrable de soldats. Ce roi ne disposait à cette époque que d'une armée de garde ordinaire qui ne pouvait pas résister aux puissants ennemis. Ils ont attaqué la capitale et, comme les portes de la ville sont restées ouvertes sans résistance, ils en ont facilement pris le contrôle. Il ne leur fut pas difficile d'entrer dans le palais de mon oncle. Il a fait de son mieux pour résister mais a été tué par eux après leur avoir fait payer un lourd tribut pour sa vie. Quant à moi, j'ai moi aussi combattu pendant un certain temps, mais j'ai décidé que je ne pouvais pas vaincre seul la majorité, alors j'ai essayé de battre en retraite. Heureusement pour moi,
J'ai pu compter sur les coins et recoins pour échapper au siège, retrouver la maison d'un officier militaire dont la loyauté avait été mise à l'épreuve et demander de l'aide. Me sentant malheureux et tourmenté par le destin, j'ai dû demander un truc. C'était le dernier recours pour préserver ma vie. Je me suis rasé la barbe et les sourcils, j'ai enfilé une robe de moine ascétique et j'ai quitté la capitale sans attirer l'attention de personne. Grâce à cela, j'ai pu sortir facilement du pays du roi de mon oncle par des routes reculées et désertes. J'ai évité de traverser les villes, jusqu'à atteindre le pays du chef des croyants, le glorieux et célèbre empereur Haroun al-Rachid, puis j'ai perdu ma peur. Alors je me demandais quoi faire maintenant. J'ai décidé d'aller à Bagdad, m'agenouiller aux pieds du grand empereur dont les vertus de tolérance et de générosité étaient louées par tous. Je me suis dit, je vais le toucher avec mon étrange histoire, il aura pitié du pauvre prince et je ne demanderai pas son aide en vain. Puis, après un long voyage de plusieurs mois, je suis arrivé aujourd'hui aux portes de cette ville. Quand je suis entré dans la ville, c'était déjà l'après-midi. S'arrêtant un instant pour calmer mon esprit et voir dans quelle direction aller, ce moine, qui était assis à côté de moi, est venu ainsi qu'un touriste. Il m'a salué, je lui ai répondu et lui ai demandé, « Il semble que tu sois aussi un étranger comme moi ?» Il m'a répondu que je ne m'étais pas trompé. Pendant qu'il me répondait ainsi, le troisième moine que vous voyez ici est soudainement arrivé. Il nous a accueillis et nous a dit qu'il était également un étranger et que c'était sa première fois à Bagdad. Parce que nous étions croyants, nous avons marché ensemble et avons décidé de ne plus être séparés. Cependant, il était tard dans la nuit et nous ne savions pas où trouver un logement dans une ville que nous n'avions jamais visitée auparavant et que nous ne connaissions absolument pas. Mais le destin nous a amenés à la porte du manoir des dames et a hardiment frappé à la porte. Les dames nous ont accueillis avec une telle gentillesse et générosité que nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Ça, Madame, il ajouta, c'est toute l'histoire que vous m'avez ordonné de vous raconter pour comprendre pourquoi j'ai un œil droit, pourquoi ma barbe, mes cheveux et mes sourcils sont rasés et pourquoi maintenant je reste chez Madame. Encore. Cela suffit, dit Zobéide, nous sommes très satisfaits. Pars s'il te plaît. Allez où vous voulez. Le moine s'excusa et demanda à rester pour avoir le plaisir d'entendre les histoires de deux confrères croyants qu'il ne pouvait pas, comme il le disait, abandonner si soudainement, ainsi que les histoires de 3 autres personnes dans le groupe de personnes présentes. Aujourd'hui, Votre Majesté venez ici, dit Scheherazade, c'est le matin, je ne peux pas continuer à raconter l'histoire du deuxième moine. Mais si vous voulez écouter demain soir, vous ne la trouverez pas moins intéressante que l'histoire du premier moine. Point. L'empereur accepta et se leva pour se rendre à la salle d'audience. Oh, Dinarzade était sûr que l'histoire du deuxième moine serait tout aussi intéressante que celle du moine. Alors je n'oubliais pas d'appeler la reine avant l'aube. Ma sœur, si vous êtes réveillée, s'il vous plaît, commencez à raconter l'histoire que vous avez promise hier. Scheherazade se tourna vers l'empereur et dit ceci. Votre Majesté monsieur, l'histoire du premier moine a amusé tout le monde par sa nature étrange, surtout l'empereur. La présence des esclaves, l'épée à la main, ne pouvait l'empêcher de murmurer au Premier ministre. Depuis que je suis grand, j'ai entendu beaucoup d'histoires, mais aucune ne ressemble tout à fait à l'histoire de ce moine. Pendant que l'empereur parlait ainsi, le deuxième moine parlait à Zobéide. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8.
Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.